Le climat, nous ne pouvions pas évoquer le climat pendant toute une journée sans convier au moins une climatologue. Ce rôle sera endossé très naturellement par Valérie Trouet. Valérie Trouet que j'appelle la montée sur scène. Si elle trouve l'escalier, elle m'entend. Veuillez prendre place parmi nous, Valérie Trouet. Merci d'être parmi nous. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un micro. Le podium, la tribune, ex-cathédra vous conviendra, c'est parfait. Vous êtes plus précisément paléoclimatologue et directrice du Centre Climat à Bruxelles. Ce centre ne se contente pas de contrôler le thermomètre, mais il propose aussi des solutions à l'emballement du mercure. Vous êtes aussi, si j'ai bien lu, professeur à l'Université d'Arizona, qui se situe, si je ne m'abuse, toujours à Tucson, qui est une terre de cactus, de serpents à sonnettes et de chaleurs extrêmes. Nous sommes donc parfaitement raccord avec le sujet. De la science, du climat à la transition, c'est le thème de votre exposé. Nous vous écoutons avec beaucoup d'attention. Merci. Comme Thierry a dit, je suis paléoclimatologue. Je suis aussi la directrice scientifique du Centre Climat Et belge. parlez bien face au micro qui est assez sensible. Vous m'entendez ou... Oui. Ah, ok. Donc, je suis paléoclimatologue, qui veut dire que j'étudie l'histoire de notre climat. Et pour être précis, je suis dendrochronologue, qui veut dire que j'étudie, j'utilise les cernes de bois dans les arbres pour regarder ce qui s'est passé dans notre climat dans l'histoire. Et donc, aujourd'hui, je parlerai des arbres et des gens, parce que c'est à cause des gens qu'on s'occupe du climat, en tout cas. Donc, à ce moment-ci, si on étudie l'histoire du climat, avec les changements climatiques qui se passent au moment, c'est important de pouvoir se poser la question pourquoi en fait est-il important d'étudier l'histoire de notre climat. Et il y a plusieurs raisons, mais la raison la plus importante, je vais vous montrer un exemple, c'est de mettre les changements qu'on expérience à ce moment-ci dans un contexte plus long terme. Et donc, ce que vous voyez, je vais montrer quelques graphiques, je suis quand même scientifique, je vais montrer quelques graphiques, mais elles ont toujours c'est toujours la même structure. Donc, ce que vous voyez sur l'axe horizontal, c'est le temps, avec le présent à votre droit et l'histoire à votre gauche. Et cet axe, on regarde 800 000 ans de deux facteurs climatiques. En rouge, il y a le montant de CO2 dans l'atmosphère pendant 800 000 ans. Et en noir, c'est la température globale. Ces dates, on les a dérivées des carottes de glace de l'Antarctique. Donc, si on fait un carottage dans la glace de l'Antarctique et on prend une carotte de 1 km, on arrive à de la glace qui a 800 000 ans. Et là, ce glace a encore des boules d'air d'il y a 800 000 ans. Et on peut analyser le contenu de ces bulles d'air du passé. Et donc, si on analyse combien de CO2 il y a dans ces bulles d'air de 800 000 ans, on peut dériver la ligne rouge que vous voyez. Et donc, il y a quelques conclusions importantes à dériver de cette graphique. Premièrement,
ni la température, ni le montant de CO2 dans l'atmosphère ont été constants pendant le passé. Il y a des variations. Ce sont des variations naturelles. Les variations que vous voyez dans la température, ce que vous regardez, ce sont les âges de glace. C'est ça? Comment on le dit? Les âges de glace, voilà. Donc, il y a des périodes qui sont plus froides et des périodes qui sont plus chaudes. Les périodes typiquement 10 000 à 20 000 ans, à 100 000 ans. Et la deuxième chose que vous voyez, c'est que s'il fait chaud, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est haute. Et si la concentration de CO2 diminues, est plus basse, aussi la température est plus basse. Donc il y a une corrélation entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et la température globale. C'est la théorie physique, c'est l'effet du gaz de serre, ce que vous voyez en réalité depuis 800 000 ans. Il y a une dernière chose importante à vous montrer, c'est-à-dire les nombres, les numéros sur l'axe vertical du CO2. C'est-à-dire que pour 800 000 ans, le montant de CO2 dans l'atmosphère, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, a varié entre 200 et 300 ppm, parts per million, parties par million. Ça n'a jamais été plus que 300 ppm, même dans les interglaciales, même quand il faisait très chaud. Et en fait, maintenant, cette graphique a déjà une dizaine d'années d'âge. En fait, on sait maintenant que depuis plus que 3 millions d'ans, on n'a jamais eu plus que 300 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a fait très bien attention à la présentation avant celle-ci, cette personne sait peut-être la réponse à ma question qui est: qui sait combien de ppm de CO2 on a dans l'atmosphère aujourd'hui? Ah, très proche. Il y a des personnes qui ont fait bien attention, on a 422. Ça l'était, ça va encore, ça pousse tout le temps, bien sûr. Mais si on met ce nombre, et en plus on est déjà plus haut que ça, sur la même axe de 800 ans, on voit comme cette concentration de CO2 qu'on a aujourd'hui est vraiment sans précédent. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et si là, on sait aussi que si la concentration de CO2 monte, la température monte, c'est clair qu'on est dans une situation de nouveau sans précédent. Et c'est pour ça qu'il est très important de regarder et de comprendre ce qui s'est passé dans notre passé pour pouvoir mettre ce qui se passe maintenant dans le propre contexte. Alors moi, j'aime pas la froide. Donc prendre des carottes de glace, c'est pas mon boulot. Moi, j'aime bien me balader dans les forêts. Et puis, j'ai choisi une autre façon d'étudier l'histoire de notre climat. C'est-à-dire les cernes de croissance dans les arbres. Et bien sûr, avec les arbres, on ne peut pas regarder 800 000 ans dans l'histoire comme avec les glaciers. On est limité par l'âge des arbres un peu.
Et c'est-à-dire pour étudier l'histoire du climat avec les cernes de croissance, on se limite plus ou moins aux 2000 ans de notre histoire. Comme je dis, ce n'est pas la même chose que 800 000 ans, mais les 2000 ans les plus récents sont une période très importante. D'abord, c'est aussi la période dont on sait le plus de notre histoire humaine. C'est la période dont on a commencé, les Romains, à écrire ce qu'on expérience. Donc c'est la période qu'on peut utiliser pour regarder à l'interaction entre notre climat et notre civilisation. En plus, et ça peut venir un peu un choc pour quelques personnes, mais si on regarde vers l'avenir, 800 000 ans d'aujourd'hui, c'est vraiment long terme. C'est difficile à s'imaginer ce qui va se passer en 8100 ans. 2000 ans, par contre, ce que nous faisons maintenant, aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, chaque molécule de CO2 qu'on émet dans notre atmosphère va influencer, va impacter notre climat en 1000 ans. Ceci. Oh, je ne peux pas retourner apparemment. Là, voilà. Ceci, ça va rester, hein? Ça reste. Ça ne se change pas en 2 ans, en 10 ans, en 100 ans. Ça sera encore là en 1000 ans. Et donc, chacun de nous, dans cette salle, a l'influence, a le power, comme on dit en anglais, de décider ce qui va se passer en 1000 ans de maintenant. C'est un peu effrayant, mais c'est aussi très empowering, comme on dit en français. Cette génération a plus d'influence que n'importe quelle génération avant celle-ci. Voilà. Les cernes de croissance. Je vais parler de quelque chose un peu plus légère pour changer l'atmosphère un peu. Donc, comme j'ai dit, on peut étudier l'histoire du climat de plus ou moins 2000 ans du passé, mais les arbres les plus vieux du monde sont celles-ci. Les bristlecone pines, elles poussent en l'ouest des États-Unis. Le seul arbre le plus vieux du monde, il a plus que 5000 ans, 5062 ans, au moment où mon collègue à l'Université d'Arizona a pris un échantillon en 2012. Cet arbre a commencé à pousser quand nous étions encore en train de construire la pyramide. Il vivait déjà, il est toujours encore vivant. Les arbres, c'est vraiment très impressionnant. Bien sûr, si on veut prendre des échantillons de ces arbres, si on veut étudier ces cernes, on essaie de ne pas les couper. Hein. Un arbre de 5000 ans, on préfère ne pas les couper. Et voilà ce qu'on a trouvé comme solution. C'est comme les glaciologues, on prend des carottes. On prend des carottes qui sont beaucoup plus petites. Donc on a je ne sais pas comment le dire en français, un bore, un core, un carottier, quelque chose à prendre des carottes, qui est en plus ou moins 40 cm de longueur, et en diamètre, c'est un demi-centimètre. Et donc l'échantillon qu'on prend de l'arbre
environ comme la taille d'un crayon. Et là, on prend plusieurs échantillons, bien sûr, plusieurs arbres. Ici, on les amène à la laboratoire. On dit aux étudiants, s'il vous plaît, vous les sanding les carottes. Et c'est là que les cernes deviennent très, très claires. Donc, on n'a pas besoin de couper les arbres pour pouvoir étudier et mesurer les cernes de croissance. Et en fait, le principe derrière la dendrochronologie est que deux arbres qui ont pu pousser dans le même espace au même temps, dans la même année, vont avoir des cernes plus ou moins de la même largeur. Donc, quand les conditions climatiques sont négatives, quand il fait très froid ou il est très sèche, les arbres ne vont pas pouvoir pousser beaucoup et vont avoir des cernes très faibles. En contraire, quand les conditions sont bien, quand il fait assez chaud et assez d'eau, les cernes sont plus... Merci. Large, voilà, c'est ça, étroite et large. Et donc, on peut comparer la largeur, c'est ça qu'on fait, on compare la largeur des cernes de certaines années pour savoir en quelle année exactement, pour dédiquer une année exacte à chaque cerne. En faisant ça, on n'est pas limité à étudier juste des arbres vivants, mais on peut aussi étudier et dater des arbres qui sont morts, mais aussi du bois, des arbres qui ont été coupés il y a plusieurs centaines, plusieurs années. Et comme ça, on peut lier et comparer tous les cernes et on peut développer une chronologie qui n'existe, comme j'ai dit, non seulement des arbres vivants, mais aussi du bois des bâtiments historiques ou du bois des sites archéologiques. Et en faisant ça, mes collègues de l'Allemagne, ont construit une chronologie continue. Donc pour chaque année de cette chronologie, ils ont une cerne exactement datée de plus de 12 350 ans. Donc en utilisant du bois archéologique et subfossile, ils ont pu construire une chronologie de cette longueur, qui est le début de l'Holocène. Voilà, il y a une courte introduction à la dendrochronologie. Il y a trois applications les plus importantes de la dendrochronologie. Donc moi, je suis dendroclimatologue, qui veut dire j'étudie l'histoire du climat. Mais on peut aussi étudier l'histoire humaine avec la dendrochronologie. Et bien sûr, on utilise des arbres, donc on peut étudier l'histoire des forêts et des arbres. Et avant que je parle de l'histoire du climat, je vais vous montrer un exemple comment étudier l'histoire humaine avec la dendrochronologie. Et c'est bien cette triptyque, c'est une triptyque de Rogier van der Weyden, un des primitifs flamands, très connu. Et cette triptyque a été peignée sur des planches de chêne. Et ces planches de chêne ont des cernes qu'on peut mesurer, qu'on peut dater. Rogier van der Weyden a vécu de l'an 1400 jusqu'à 1464.
Et en fait, c'est la triptyque Miraflores, c'est un de plus bien connu. Et il y a 2 copies de cette triptyque. Il y a une qui est à Berlin et une copie qui est au Metropolitan Museum in New York. Et bien sûr, il n'y a qu'une copie que Rogier van der Weyden lui-même a fait, et l'autre est une copie probablement valable, mais pas de lui-même. Et donc, dans le monde de l'art de l'histoire, on a toujours pensé que la copie de New York était la vraie Rogier van der Weyden et la copie de Berlin était une copie. Mais là, il y avait des dendrochronologues qui ont mesuré les cernes des 2 copies et ont vu que la cerne la plus récente de la triptyque de Berlin était de l'année 1408, donc dans le début de la vie de Rogier van der Weyden. Ce n'est pas de l'évidence que c'était van der Weyden qui a fait cette triptyque, mais au moins c'est possible que lui l'a fait. Non? Au contraire, quand ils ont mesuré et daté les cernes de la copie à New York, ils ont trouvé que la cerne la plus récente était de 1492. 92. C'est-à-dire 30 ans après la mort de Rogier van der Weyden. Donc la chaîne dont la planche a été coupée était encore en vie 30 ans après Rogier van der Weyden ne vivait plus. Donc il n'y a pas de façon, c'est impossible que Rogier van der Weyden a fait la copie de New York. Donc c'est vraiment une preuve de l'importance de la dendrochronologie dans le monde de l'histoire de l'art, dans l'archéologie, pour étudier notre histoire humaine. Moi, malheureusement, je ne suis pas archéologue, ni j'ai pas étudié l'histoire de l'art, mais j'ai étudié l'histoire du climat. Et là aussi, je vais vous montrer un exemple pour expliquer pourquoi c'est important de le faire. Donc, j'ai fait beaucoup de travail en Californie, qui est l'État dans l'ouest des États-Unis. Ici, voilà, c'est une carte de Californie. Ici, il y a l'océan Pacifique. Et ici, dans l'est de l'État, il y a les montagnes, les Sierra Nevada Mountains. Ce qui est important à savoir, la Californie, c'est qu'elle a un climat méditerranéen, c'est-à-dire pas comme la Belgique ni le Luxembourg. C'est-à-dire que toute la précipitation qui tombe en Californie tombe pendant l'hiver. C'est pour ça que c'est un état très populaire à vivre, parce que pendant l'été, il n'y a pas de pluie, pas du tout. Et donc, pour la condition de l'eau de cet état, c'est très important de savoir l'état de l'eau à la fin de l'hiver, disons début avril, fin mars, parce qu'à ce moment-là, après fin mars, il n'y a plus d'eau jusqu'au mois d'octobre, novembre, quand l'hiver commence de nouveau. Ce que vous voyez, c'est la carte de sécheresse en Californie de cette année-ci, en 2023. Donc à la fin de l'hiver. Et vous voyez que les couleurs blanc et jaune sont en fait très favorables. C'est-à-dire il y avait très peu de sécheresse cette année-ci. On a eu un très bon hiver, il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de neige en Californie. Je vais maintenant vous montrer la même carte, de même moment de l'année, mais de l'an 2015. Et vous allez voir la différence. Voilà.
Donc c'est la condition de sécheresse en Californie à la fin de l'hiver, au moment où on sait qu'il n'y aura plus de pluie dans les 6 mois à venir. Déjà, ils étaient en une condition de sécheresse très très dure, exceptionnelle, la plupart de l'État. C'est important à savoir que la Californie, si c'était c'est un État des États-Unis, mais si c'était un pays soi-même, ce serait la 5e économie mondiale, juste comme État. C'est une économie énormément importante. Et donc, si ça se passe dans un pays ou un État qui a autant d'importance économique, on a un problème. On peut le voir aussi, ce que vous voyez, ces 2 images satellitaires. Donc on peut déjà le voir de l'espace. Donc on voit de nouveau à votre gauche, regardez, c'est de nouveau la fin de l'hiver en 2010. Donc une année très moyenne. Pas trop bien, pas trop mal, très moyenne. Et ce que vous voyez, voilà, la Pacifique, la Sierra Nevada. Et ce que vous voyez, c'est la neige dans les montagnes. Donc, en un an moyen, il y a beaucoup de neige dans les montagnes en Californie. Et voilà, à votre droite, vous voyez la même date, mais en cette année 2015. Et même de l'espace, on voit comme il y a peu de neige cette année-ci, comme il faisait sèche. Et dans les médias, aux États-Unis, ça fait beaucoup de bruit à ce moment-là. Comme j'ai dit, un État qui a une importance économique très, très grande. Et dans les médias, on a raconté que dès qu'on a commencé à mesurer la neige dans la Sierra Nevada aux années 1930, donc il y a 80 ans, il n'y a jamais été aussi moins de neige. Il n'y a jamais été autant une base de neige, autant une sécheresse depuis 80 ans. Nous, comme dendrochronologues, on a dit 80 ans, c'est rien. On a des arbres qui poussent en Californie, qui ont 500 ans et qui sont très très sensibles à la sécheresse. Donc ce qu'on a fait, on a utilisé ces arbres, les Blue Oaks, les chênes bleus, comme j'ai dit, qui sont très très sensitifs à la sécheresse, pour reconstruire la chute de neige au Sierra Nevada, non seulement pour les 80 années passées, mais pour 500 ans. Et c'est ça que vous voyez ici. Donc de nouveau, l'axe horizontal, c'est le temps, avec le présent ici à votre droite. En ce cas, c'est 500 ans. Et ce que vous voyez, les variations, c'est le montant de neige au Sierra Nevada, donc chaque année. Ici en rouge, c'est les mesures instrumentelles. En noir, c'est notre reconstruction à base des cernes de croissance. Et voilà, la ligne que vous voyez ici, la ligne rouge horizontale, c'est le niveau de neige en 2015. Et voilà, on voit que la base de neige en 2015 n'est non seulement une base depuis les 80 ans du passé, mais aussi de 500 ans. De 500 ans. Donc là, ça a vraiment, de nouveau, les médias étaient très intéressés à notre résultat d'étude, de trouver qu'il n'y a jamais été aussi moins de neige dans la Sierra Nevada en 500 ans. C'est un résultat important. Voilà, donc pour nous, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec les cernes de croissance pour étudier et pour, de nouveau, mettre ce qu'on
trouve maintenant, ce qu'on expérience maintenant dans un contexte plus long terme. Voilà, ce qui est intéressant de la dendrochronologie, c'est qu'on peut combiner, parce qu'on peut étudier aussi l'histoire humaine, mais aussi l'histoire du climat en utilisant la même technique. On peut aussi étudier le lien entre les deux. Et je vais de nouveau vous montrer un exemple, c'est-à-dire la chute de Rome. Donc, c'est une étude qu'on a faite il y a plus ou moins 10 ans, où on a utilisé des serres de croissance de l'Allemagne et de la France d'un côté, et de l'autre côté des Alpes austriennes, pour reconstruire pendant 2050 ans. D'un côté, en bleu, vous voyez la précipitation en Europe, voilà, pendant 2050 ans. En rouge, c'est la température en Europe depuis 2050 ans. Je vais juste vous montrer ceci. Hein. Tous les serres de croissance montrent la même chose, qui n'a jamais été aussi chaud que maintenant pendant les 2500 ans du passé. Et avec montrer qu'il est plus chaud maintenant que dans les 2000 ans du passé, on ne publie pas en science. Science est un des journaux les plus importants scientifiques internationaux. Ça, c'est pas une nouveauté scientifique. Tout le monde le sait, tous les serres montrent la même chose. Donc si on veut publier en Science, il faut montrer quelque chose d'autre. C'est ça qu'on a fait. On s'est concentré sur cette période, la période de 250 à 550, qui est la période de la chute de Rome. Et donc on a montré que pendant la période de la désintégration de l'Empire romain, d'un côté il faisait très froid, de l'autre côté le climat hydroclimatique était très très variable, donc il faisait très sèche d'abord, il y a beaucoup de pluie après, et puis de nouveau il faisait très sèche. Et donc, dans cette publication, on montre aussi comment c'est possible que ces changements climatiques peuvent influencer la chute de Rome, la désintégration de l'Empire romain. J'ai pas beaucoup de temps pour discuter les mécanismes dont ces changements climatiques peuvent influencer la chute de Rome. Mais si vous avez envie d'en lire plus, j'ai écrit tout un livre qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français, mais je l'ai écrit en anglais. C'est pour une audience, broad audience comme vous. Et ça a été traduit en espagnol, en italien, en néerlandais, en chinois, en japonais, tout ça. Donc, si vous lisez en d'autres langues que le français, il y a des options. Voilà, tout ça pour venir à ma conclusion, que si on regarde l'histoire du climat et le lien avec notre histoire humaine, il y a des leçons à dériver. D'abord, bien sûr qu'on a des désavantages avec notre changement climatique d'aujourd'hui. Ça se passe plus vite que jamais avant. Hein. On a vu le caractère exceptionnel du CO2 et des températures. Ça se passe plus vite. C'est global, donc on ne peut pas aller quelque part d'autre parce que c'est partout. Ce sont donc la vitesse, le caractère global, et puis comme c'est l'intensité des changements, on n'a pas vu avant dans les 2000 ans qu'on a expériencé. Donc on a des désavantages, mais j'ose dire que grâce à la science, à l'évolution de centaines d'ans
d'évolution scientifique, on a aussi des avantages par rapport par exemple, les Romains. Et vous avez déjà vu cette graphique dans la présentation de Francisca. On a des avantages parce que, on sait qui va se passer, hein, on sait que ça va devenir plus chaud, pas de doute. On sait que les périodes sèches devenant plus sèches que les périodes de pluie. Il y aura plus de pluie qu'on a vu dans les vidéos que Francis a montrées. Donc on sait ce qui va venir, qui est très différent aux Romains qui n'avaient aucune idée qui allait se passer dans le futur. Hein. En plus, on sait la cause de ces changements. Hein. On sait que c'est à cause de notre augmentation de la concentration de CO2, c'est à cause de notre c'est à cause parce que nous brûlons trop de combustibles fossiles. Et parce qu'on connaît la cause, on même sait quoi faire. Hein? On sait qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a toute la connaissance. En fait, tous ces graphiques ici viennent du dernier rapport du GIEC, qui était très clair. Pour adresser ce problème climatique, on a toutes les connaissances dont on a besoin. On a toute la technologie dont on a besoin. On même a tout le capital dont on a besoin. Ce qui manque, societal will. Societal will. Je ne sais pas comment traduire ça en français, malheureusement. Le vouloir le changement, vouloir faire la transition, c'est ça qui nous manque. Et puis une dernière leçon qu'on a appris d'étudier le lien entre l'histoire du climat et des civilisations du passé, c'est l'importance de la résilience, de l'adaptation. Si on regarde à l'influence du passé de l'histoire du climat, on voit que c'est non seulement les changements climatiques qui étaient importants, c'était surtout la structure socio-économique des civilisations. Comment les civilisations ont répondu à ces changements climatiques. C'est ça qui a décidé si une civilisation fait une chute comme les Romains, ou il y a d'autres civilisations, par exemple Genghis Khan, qui ont pris avantage des changements climatiques. Donc la résilience d'une société est très très importante pour résister, pour décider l'influence de ces changements climatiques. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste sous 1,5 degré de chauffage, parce que si on monte au-dessus de ça, il n'y a plus de résilience. Tout ce qu'on peut faire, c'est survivre. Voilà. Merci beaucoup Valérie Trouet, qu'on peut applaudir. Si je peux juste vous demander, parce que comme vous avez bien sûr appris, le français n'est pas ma langue maternelle. Si vous voulez vous poser vos questions, si vous pouvez parler lentement, parce que aussi les acoustiques... On a droit qu'à une seule question, vu le dépassement de temps, si on va arriver au lunch. J'espère qu'elle sera bonne. J'avais une question à vous poser, Candide, et vous l'avez sûrement dit lors de votre présentation, j'étais peut-être inattentif. Quand vous avez fait le parallèle entre les températures de la planète et la concentration en CO2 sur 800 000 ans, laquelle était la cause de l'autre, en fait? Il y avait beaucoup de gaz à effet de serre parce que la planète se réchauffait, ou elle se réchauffait parce qu'il y avait...
Ouais, peut-être maybe I will answer this question in English I if you won't don't. translate, I swear. Okay, go ahead. Yeah. But I won't be able Because to. it's true. What you're seeing, these changes that I showed, very long term, right? We're talking about 20 to 100,000 years timescales. It is indeed the carbon cycle, as we say, that the ice ages are caused by changes in the position of the Earth towards the sun. And as a result, when it cools down, also the amount of vegetation on Earth diminishes and your amount of carbon dioxide diminishes. So it's the opposite of what we're experiencing now. It's the same mechanism, it's just in the other opposite direction. So it's both greenhouse gas effect. It's just at one time your temperatures, if your temperatures cools, your amount of CO2 will go up. But this is also the positive feedback mechanism that we're experiencing now, because one, we are emitting so much CO2 that our temperatures are going up. But as you know, when your temperatures go up, it's a reinforcing mechanism, then your amount of CO2 goes up as well. On est dans un cercle vicieux, donc actuellement. Vous êtes pourtant montré relativement optimiste, ou je me trompe? Quel est votre état d'esprit? Optimiste ou pessimiste actuellement? Moi, je suis pragmatiste, je dis. Je suis optimiste, c'est-à-dire on n'a pas de choix. Hein? On n'a pas de choix d'adresser les changements climatiques. Et donc, je suis plus optimiste que de mes collègues, parce que je suis sûr que la transition dont on a besoin, elle a déjà commencé. Hein, et il ne faut pas battre la transition qu'elle est déjà là. Elle est beaucoup trop lente, elle passe beaucoup trop lentement, c'est tout à fait vrai, mais elle n'est pas linéaire. Hein. La transition est non linéaire. The transition away from fossil fuels is not linear. It's not because we've been very slow at transitioning from fossil fuels to renewables that this is the same pace we're going to keep moving at. Already, I mean, the International Energy Agency, which is not a climate agency, is already predicted that the peak in fossil fuels worldwide will happen before 2030. We are late 2023, right? Within 5 years, fossil fuels will peak, and then the economy will follow everything. I mean, the fossil fuels are done. They are still fighting the system, obviously, but it's, yeah. So I thought they'd been saying that for decades, actually, but we have a real peak now. Okay, well, let's assume it. Une bonne question, alors? Pas de questions pour Valérie Trouet. Si quelqu'un a un Picasso à faire expertiser, peut-être qu'il peut prendre contact avec elle. Mais là, j'ai un monsieur qui a une question rapide, et puis on continuera le programme. Actually, how is lecturing in this theme going in the United States, considering it's so politically contentious? I mean, do you get students effectively pushing back against your lectures, or do you get effectively kind of people trying to contradict what you're saying? The acoustics are really bad. I really don't hear very well what is being... Ok, la question était, je pense, est-ce que vos enseignements sont contestés à l'université aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des étudiants qui remettent en cause ce que vous dites? Est-ce qu'il y a du négationnisme ambiant lors de vos cours ou de vos conférences, quand vous donnez des conférences? If my results are contested in the US, of course they are, like they are here in Europe as well. I mean, it's a very polarized issue, but I think just a month ago there was a Belgian politician who wrote in the newspaper, you know, medieval times were as warm, if not warmer than it is today. This is just pure climate denial. There's no scientific evidence whatsoever for this. You cannot find it, right? The point is,
it doesn't even matter whether it was warmer 1,000 years ago than it is now. We know the physical laws of the greenhouse gas effect. We've known it since 1850, and in fact, it was a woman who discovered the greenhouse gas effect, a woman scientist in the 1850s. Did anybody know this? All right, there you go. We've known it for 175 years, even before any warming was happening. It's a physical law. You put more CO2 in the atmosphere, it's gonna heat up. It doesn't even matter what happened in the Middle Ages, because they were at 250 ppm, and we're at 422 ppm. Yeah. Sorry, I'm not, I know you're not the one contesting the Voilà, results, merci but I beaucoup. get... Juste, quel est le nom de ce politicien qui a invoqué le Moyen-Âge en Belgique? C'était qui? Me dénoncez-le, on est entre nous. Joren Vermeers was his name, voilà. Ok, merci beaucoup. Ça va Merci, standaard. merci Valérie Trouet.